Bonjour à toutes et à tous, je suis Benoît Delaporte et vous écoutez Nostra, le podcast de ceux qui font la tech européenne. Mes invités sont des entrepreneurs et dirigeants qui construisent jour après jour le futur de la tech. Dans le logiciel, dans le cloud, dans la data, dans l'intelligence artificielle, dans l'informatique quantique. Loin d'une approche qui nous opposerait aux partenaires extérieurs, je donne la parole à ceux qui portent un regard lucide et optimiste sur une Europe technologique forte, compétitive et surtout libre de ses choix. Ce podcast est réalisé en partenariat avec la filière d'État du logiciel et des solutions numériques de confiance. Mon invité du jour est un ingénieur pionnier des télécoms, un grand patron de la tech, un défenseur précurseur de la souveraineté européenne et un explorateur des mondes quantiques. Guidé par une volonté farouche de faire rayonner l'innovation française et une capacité rare à anticiper les grandes ruptures, il a contribué à façonner le paysage numérique dans lequel nous vivons. Des bancs de Polytechnique jusqu'à la direction de Neuf Télécom et de SFR, il a été au cœur des batailles qui ont construit nos réseaux. Ensuite à la tête d'OVH Cloud, de 2018 à 2024, il a mené avec son fondateur la société de 400 millions à 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires pour en faire un des concurrents les plus sérieux des grands acteurs américains. Maintenant président de la filière du logiciel et des solutions numériques de confiance, il porte la voix des acteurs du secteur et affronte avec eux le défi crucial du développement de nos infrastructures technologiques. Et parce qu'il a toujours le regard tourné vers les technologies de demain, c'est aussi l'avenir de l'ordinateur quantique qu'il contribue à dessiner en tant que président du conseil d'administration de la pépite tricolore, Candela. C'est un immense plaisir de le recevoir. Bonjour Michel Paulin. Bonjour, Benoît, ça va bien? Ça va bien? Et toi? Chaudement. Chaudement. Mais ça va. Chaudement en ce moment. C'est ça, il fait assez chaud en ce moment, mais c'est bien. Alors je rentre directement les deux pieds dedans. Si toi tu vas bien, à ton avis, comment va l'Europe? Je pense que l'Europe a des défis colossaux face à elle. Parce que je pense que l'Europe aujourd'hui, c'est un continent qui se rend compte que le monde a changé depuis quelques années et que ça s'est accéléré dans les changements face à l'émergence de puissances particulières asiatiques. Et on doit le dire aussi quand même, une attitude des États-Unis qui est quand même totalement différente. Et les vieux adages de la construction européenne qui étaient le libre-échange, la démocratie pour tout le monde, et une forme de croire qu'on allait exporter ces modèles-là partout dans le monde, sont désormais plus du tout d'actualité. On est plutôt dans l'inverse. Aujourd'hui, l'Europe, c'est un îlot. C'est un îlot de démocratie. Il faut savoir que c'est une minorité dans le monde dans la démocratie. C'est un îlot dans lequel les libertés individuelles et collectives sont certainement les plus fortes. Et on est face à des tensions géopolitiques, voire même de guerre, puisque maintenant la guerre même s'est installée sur le continent européen, qui font que je pense qu'il est absolument nécessaire que l'Europe, que l'Europe au sens communauté européenne, mais également l'ensemble des Européens, prennent conscience qu'il faut changer ça. Et donc, bien entendu, c'est un impact sur la tech. Parce que moi, j'ai la conviction très très forte aujourd'hui que la tech, c'est au cœur de nos vies. C'est au cœur de nos vies. C'est au cœur de nos vies personnelles, les réseaux sociaux. Maintenant, je pense qu'on ne peut plus passer 10 minutes sans regarder son smartphone. C'est utilisé partout. Et donc, clairement, le numérique aujourd'hui, c'est un enjeu à la fois politique, économique, social, éthique, qui est aussi important que des enjeux d'énergie, des enjeux de santé, des enjeux d'écologie. Et d'ailleurs, moi, je pousse pour que ce soit un élément qui soit dans l'agenda politique, peu comme le rapport Mario Draghi l'avait dit, en disant que l'innovation technologique et l'innovation du numérique aujourd'hui, c'est au cœur de l'enjeu économique de l'Europe. Et je pense que l'Europe est en train de prendre conscience qu'elle a pris du retard. Elle a pris du retard sur beaucoup d'aspects autour. Et alors maintenant, c'est devenu un peu la tarte à la crème. La souveraineté numérique est en train d'apparaître. Il est temps. Donc oui, l'Europe aujourd'hui est face à des défis énormes. Économiquement, elle se fragilise par rapport aux autres puissances. Mais moi, je reste persuadé que si on reprend le domaine de la tech, entre une vision tech de continent, principalement des Américains, qui est quand même extrêmement brutale, une forme de liberté basée sur des monopoles de quelques libertariens technologiques qui décident pour le monde
et puis une vision totalement liberticide chinoise. J'espère qu'il y a une troisième voie que l'Europe pourra incarner et qu'elle pourra promouvoir. Alors toi, tu dis il est temps. Ça fait longtemps que tu traites le sujet. Oui. Je pense que tu as eu une carrière très représentative de l'histoire de la tech en France et aussi en Europe, en étant passé en tant que patron de SFR, puis en tant que patron de VH Cloud, puis maintenant en tant que président de la filière du numérique et du logiciel de confiance. Tu es aussi président de Candela. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va essayer d'avoir une discussion un peu chronologique, parce que je pense que ça a du sens pour comprendre les dépendances que l'Europe a créées ces dernières années. Et donc, commençons par SFR. Toi qui as dirigé l'entreprise, qu'est-ce que tu perçois de la vente des activités et du démantèlement du groupe? Qu'est-ce que ça te fait, toi, en tant qu'ancien patron, de voir ça? Oui, alors, Première question. effectivement, j'ai été patron de SFR. Je voudrais aussi dire que j'étais patron de 9CGTEL parce que avant, et parce que pourquoi 9CGTEL? Parce que j'y suis resté 9 ans comme DG et on a eu une aventure humaine extraordinaire, une aventure industrielle qui a fait qu'on a créé le deuxième opérateur fixe de France, et ça c'était extraordinaire. Et ensuite, effectivement, j'ai pris la direction générale de SFR. Ah, moi, j'ai deux réactions à ça. La première réaction, c'est quand même un peu de tristesse. Tristesse. C'est une tristesse pour d'abord les femmes et les hommes de SFR, dont certains étaient déjà chez 9CGTEL, que j'ai retrouvé. Et SFR, c'était quand même un pionnier de la libération des télécoms, un pionnier qui a attaqué et réussi à attaquer le monopole de Orange. À l'époque, c'était France Télécom, qui s'appelait avant la DGT. Et c'était une marque extraordinaire de l'innovation. Et donc, c'est bien entendu triste pour les femmes et les hommes. Et puis, c'est un peu triste aussi pour comprendre les raisons pour lesquelles ça se passe. Je pense que, et c'était une des raisons pour lesquelles je suis parti, c'est que il faut une vision stratégique industrielle pour survivre à long terme dans le domaine des technologies. Ça ne peut pas être qu'une logique financière. Alors, tu dis que tu es triste sur ce phénomène-là. En même temps, il y a beaucoup de commentateurs qui disent qu'il faut une forme de concentration des télécoms en Europe, parce qu'on a beaucoup d'acteurs par rapport à, peut-être, si je ne me trompe pas, 3 grands acteurs consolidateurs aux États-Unis. Est-ce que ça ne va pas quand même dans le sens d'un marché qui se concentre et qui a vocation à être plus compétitif? Alors, j'ai envie de répondre oui et non. Oui et non, parce que je pense que la taille de l'analyse du marché uniquement à l'aune du périmètre français est insuffisant. On ne peut pas comparer la France aux États-Unis. Donc il faut regarder l'Europe. Effectivement, en Europe, si on prend le marché des télécoms, il y a à peu près plus d'une centaine d'opérateurs. Donc ça, c'est pas viable. Pourquoi le marché européen, c'est un petit peu plus gros que le marché américain. C'est plus petit que le marché chinois où il y a 4 opérateurs. Donc oui, c'est clair. Clairement, en Europe et au niveau de l'Europe, la consolidation est inévitable. Et elle est nécessaire. Pourquoi? Parce que l'enjeu des investissements qui soient nécessaires, que ce soit en réseau mobile, que ce soit en réseau fixe aujourd'hui, est tel qu'il faut des capacités financières. Ça ne veut pas dire exclusivité, ça ne veut pas dire monopole, hein, mais ça veut dire une forme de concentration qui va permettre de le faire. Est-ce que c'est 2, 3, 4, 5, 6 acteurs il faut? J'en sais rien. Maintenant, au niveau de la France, c'est pas le bon enjeu. Et j'ai envie de dire que quand j'étais à la fois directeur général de 9CGTEL et directeur de SFR, c'est une discussion que j'avais souvent à la Commission européenne, qui n'était pas favorable parce qu'ils poussaient énormément à la libéralisation, et ils avaient raison, parce que ça permettait aux consommateurs, parce que c'était celui qui était privilégié par la réglementation européenne, et c'était ça qui était mis en avant, de bénéficier des meilleurs tarifs. On a les meilleurs tarifs aujourd'hui au monde en termes de télécommunications, mais au détriment d'une forme de capacité d'investissement de ces acteurs-là. Et donc, c'est clair que je pense que la consolidation au niveau européen est absolument nécessaire. Est-ce que la priorité, c'était de désengager une société telle que SFR au niveau français? C'est pour ça que j'y associe un peu de tristesse. Et tu parles de tarifs, justement. Est-ce que ça ne va pas entraîner une augmentation des prix, de réduire la concurrence sur ce marché-là? C'est ce que craignent en tout cas les consommateurs, les associations de consommateurs.
Toute concentration aujourd'hui a un risque d'augmentation des prix. On n'en est pas au monopole. Il y a un acteur Orange qui est le premier et il y a 2 challengers qui aujourd'hui se développent. Donc moi je pense que clairement on peut avoir un mécanisme aujourd'hui qui sera un mécanisme qui permettra d'avoir un bon équilibre. On a aujourd'hui les prix parmi les prix les plus bas au monde. Donc c'est déjà une réalité. Après, la question qu'il faut se poser, c'est comment on arrive à investir suffisamment quand vous êtes un opérateur télécom pour garantir la fibre à tout le monde, pour avoir des infrastructures qui soient de densité en termes de mobile, qui vont permettre d'avoir du haut débit, parce que tout le monde souhaite avoir du haut débit, au meilleur tarif. Et donc, quel est le bon équilibre entre le prix et la capacité d'investissement? Je pense que c'est ça la bonne question. Et donc, nécessairement, ça nécessitera, je pense, de la consolidation européenne. Après, moi, je fais assez confiance à des acteurs comme Free et Bouygues pour être suffisamment malin pour pas non plus vouloir prendre des parts de marché à l'opérateur qui est le plus gros, qui s'appelle Orange. Ok. Et je voudrais faire le lien entre ce monde des télécoms dont tu viens à l'origine et le monde de la tech vers lequel tu as basculé. Avant, j'avais travaillé dans la tech. Donc, avant SFR. Ouais, avant SFR et avant 9CGTEL, je travaillais pour ce qu'on appelait Bullsoft. C'était toute la partie qui est devenue Evidienne. Et donc, c'était la partie software. Donc, non, j'ai toujours été dans la tech et les télécoms. Donc, tu es revenu à tes premiers amours. Ouais, bon. Je voudrais qu'on fasse le lien entre l'histoire des télécoms et l'histoire de la tech. Et notamment te poser la question de est-ce que tu penses que les télécoms ont suffisamment investi dans la tech? On peut penser au développement des sociétés de Musk, de Starlink, du lien avec son poids dans la tech. Aujourd'hui, est-ce que tu penses que les marchés, les secteurs sont suffisamment liés? Est-ce qu'il y a suffisamment d'investissement des gros opérateurs de télécom dans le cloud et dans la tech en général? C'est pas une question facile parce que moi je suis pas en charge de stratégie d'investissement de ces acteurs. Je pense qu'il y a eu une illusion ces dernières années de croire que la valeur était exclusivement en haut de la pyramide. C'est-à-dire c'est les services qui drivent la valeur. Et j'ai envie de dire que on voit en ce moment, en particulier avec l'avènement de l'IA, que la valeur, elle est peut-être même inégalement répartie sur l'ensemble du stack. Ouais. Voilà. Et que donc les infrastructures sont aujourd'hui, en tout cas dans le domaine de l'IA, c'est évident, les vrais acteurs de création de valeur. Aujourd'hui, ceux qui créent de la valeur, c'est Nvidia, c'est un certain nombre d'acteurs qui sont des acteurs et qui, eux, génèrent énormément de cash et de valeur. C'est intéressant de voir que quand j'étais patron de la CGTL et qu'on était coté, ou même SFR, beaucoup d'acteurs économiques disaient « mais délestez-vous de ces actifs ». Et d'ailleurs, il y a plein d'actifs qui ont été vendus. C'est-à-dire qu'on a vendu les points hauts, ils ont vendu la fibre, ils ont vendu... Alors que je pense que c'est un des éléments de création de valeur. Donc, investir aujourd'hui dans des infrastructures télécom, des infrastructures tech, des data centers aujourd'hui, c'est une partie de la création de valeur de la totalité du stack. Et vous ne pouvez pas avoir les services, les réseaux sociaux, etc., si vous ne maîtrisez pas ça. La deuxième chose, c'est que je pense que les opérateurs télécoms ont un peu raté, à l'exception de la box, une partie, alors pas tous, hein, attention, il ne faut pas généraliser, de tout ce qui est services de réseaux sociaux, de tous ces services-là qui ont été mis au-dessus, justement, et qui ont permis à des acteurs, tels que les GAFAM, d'émerger, et peut-être de submerger aussi. En revanche, je voudrais juste faire une remarque parce que c'est une discussion que j'avais eue quand j'étais directeur général de CGTEL. Nous, on investissait beaucoup dans la fibre à l'époque. C'était le DSL et puis c'était la mutation vers la fibre. Et c'était très intéressant de voir que les GAFAM à l'époque, qui étaient beaucoup plus petits qu'ils ne sont aujourd'hui, ont bénéficié d'un avantage concurrentiel unique, c'est qu'ils ne payaient pas leurs infrastructures. C'est les clients qui payaient les infrastructures pour les GAFAM, alors que c'était les plus gros consommateurs. Au nom d'un concept qui était extraordinaire, qui était inventé, qui s'appelait les libertés du net. Et la liberté du net faisait que, ah bah non, je suis Google, je ne paye pas.
Donc YouTube, c'est gratuit. Donc moi, je consomme X% ou la majorité de la bande passante des intégrateurs, des opérateurs, mais je ne paye pas. Très intéressant de voir qu'en ce moment, c'est plutôt l'inverse. Ils sont en train, comme ils sont opérateurs eux-mêmes d'infrastructures, ils sont en train de dire, bah non, c'est plus gratuit. Et donc on voit bien que là, à l'époque, on s'est battu pour dire que ça c'était très très malsain économiquement. Ils ont eu une lampe de rancement qui leur a permis de ne pas payer ce qu'ils utilisaient. Hmm. Et donc, je pense que malheureusement, les opérateurs télécoms ont été pris dans un environnement réglementaire et dans un maelstrom qui a fait qu'ils ont investi pour eux avec un retour sur investissement qui était relativement faible. Mais je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux. Il faut remettre les fondamentaux économiques. Et donc, clairement, aujourd'hui, les infrastructures, et dans l'IA, on le voit bien, c'est eux qui ont les retours sur investissement. Dans les télécoms, c'est pareil. Et après, il faut développer et innover. Si on casse une de ces dynamiques et on ne donne pas le retour sur investissement qui est légitime par rapport à ça, eh bien, on biaise un peu la compétition et donc on enlève les capacités des opérateurs pour pouvoir innover sur d'autres services qui vont leur permettre de développer des nouveaux services, des nouvelles activités et de croître plus vite. Et justement, dans le cloud, qui était ton poste après SFR, est-ce que tu penses qu'il y a eu suffisamment d'investissement? Est-ce que les grandes boîtes de télécom auraient dû investir plus? Est-ce que l'État aurait dû investir plus? Là, je voudrais qu'on fasse un lien avec tes années de direction générale d'OVH Cloud. Est-ce que tu t'es senti soutenu à la fois par les acteurs publics et puis à la fois par la dynamique économique européenne? Alors, il y a deux questions là. Il y a une question sur d'abord les investissements. Moi, je n'ai pas à juger pour savoir si les opérateurs télécoms euh, pouvaient être des acteurs de cloud. Aujourd'hui, c'est un état de fait, ils ne le sont pas. Et ceux qui ont réussi à l'être et qui sont leaders mondiaux, c'est des acteurs IT. Euh, Peut-être qu'il faut faire l'analyse et comprendre l'histoire. Pourquoi, d'une certaine façon, d'autres acteurs ont raté le coche. Euh, et, et peut-être que oui, si on refait l'histoire, il y a des erreurs qui sont faites par rapport à ça. Et je pense que c'est dommage, parce que certainement c'est ceux qui étaient les plus légitimes, parce qu'ils avaient la connectivité, ils avaient eux-mêmes des infrastructures. Et quand on regarde ce que fait un WS qui vient d'Amazon, qui externalise une partie de son DSI et qui crée globalement le cloud moderne, on voit que c'est des gens qui ont été capables de le faire et qui ont eu une capacité d'innovation, de produits, Ouais. de transformation très très fort de leur système qui le permet. Après, la deuxième question, c'est de savoir si, en tant qu'OVH Cloud, qui est le plus gros opérateur européen aujourd'hui, si aujourd'hui c'est, si on était soutenu. J'ai envie de dire que le sujet est plus, oui, il y avait un soutien, mais est-ce que le soutien était à l'échelle de l'enjeu auquel on avait à faire face? C'est plutôt ça. Il y avait pas, on peut pas dire qu'il y ait eu, euh, surtout quand je suis arrivé, non-soutien. En revanche, je pense qu'il y avait une sorte d'illusion et de déni de la réalité, d'un risque de dépendance. Moi, de temps en temps, je parle même de vassalisation par un certain nombre d'acteurs sur des pans entiers de notre économie. Et donc, moi, je me souviens de nombre de fois pour dire, c'était un slogan qui avait été repris même par le président de la République, la guerre du cloud est terminée. Non, non. D'abord, il faut la faire. Elle ne En faisait plus, la peut-être guerre, que je commencer. n'aime pas les mots parce que je trouve qu'il y en a qui font la guerre en ce moment et c'est pas. Mais aujourd'hui, non. Et donc le soutien, il était plutôt de dire qu'est-ce qu'on fait pour être capable de créer des acteurs qui vont vont réduire cette dépendance. Et c'est vrai que le diagnostic a été long. Moi, quand je suis rentré chez OVH Cloud, la notion de souveraineté numérique, c'était c'était pas bien perçu, c'était pas bien vu. Et alors que c'était déjà une réalité. Rien n'a changé depuis 10 ans. Non, on en parle beaucoup maintenant, Ouais. de la souveraineté numérique et notamment sur les grands choix liés au cloud. Toi, en tant qu'ancien patron et en tant que premier vendeur de VH Cloud pendant longtemps, euh, qu'est-ce que tu as eu comme motif de refus, de décalage, de probablement ce qui aurait dû être des choix importants à faire? Euh, Comment tu as perçu
ces refus, et notamment est-ce qu'ils te semblaient légitimes par rapport aux impératifs de performance, éventuellement de prix? Alors moi, je pense que la première injustice sur laquelle vraiment je suis le plus sensible, c'était qu'en fin de compte, qu'il n'y avait pas d'analyse réelle des forces des acteurs tels que VH Cloud, ou même tous ces compétiteurs européens. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de, de prérequis qui était, de toute façon, vous n'avez pas les offres, vous n'êtes pas au niveau, vous êtes trop petit. Il y avait tous ces espèces de poncifs du narratif des acteurs dominants qui disaient, mais ils boxent pas dans la même catégorie. Mm. Les nains de jardin, c'est gentil, mais nous, on est au-dessus, et et ça, on l'a eu de la part de tellement de prospects, disant mais non, mais moi, donc nombre de gens qui me disaient, mais vous n'avez pas les produits. Je demandais lesquels. Ils ne pouvaient pas les citer, les produits qu'on n'avait pas. Donc, et je suis pas en train de dire qu'on avait tout et que tout était parfait, mais il y avait une sorte de a priori qui était, bon, de toute façon, ça nous a pas empêché de croître à 2 chiffres pendant toutes ces années. Ça nous a pas empêché d'aller aux États-Unis. Et moi, quand je suis arrivé, on était tout petit aux États-Unis et c'est devenu le deuxième pays pour VH Cloud. Donc, ça prouvait quand même tout ça, tous ces éléments prouvaient que ce narratif très puissant des monopoles de fait, Mm. de faire croire qu'il n'y a pas de compétition et que c'est eux l'innovation, que c'est eux le marché, eh bien oui, il fallait lutter très fort dessus. Mais on pouvait. Et la preuve, c'est que moi, je suis rentré, on faisait 400 millions, et quand je suis parti, on faisait 1 milliard. Et elle continue à se développer. Donc, je pense qu'il y avait une frustration, mais en même temps, il y avait envie de se continuer à défendre sur les atouts aujourd'hui de VH Cloud, mais même, je vais généraliser à l'ensemble des acteurs du cloud européen, qui sont des vrais atouts de prix, des vrais atouts après de souveraineté, on en parlera certainement, des vrais atouts aujourd'hui. Et donc, je pense que vraiment mon premier message aujourd'hui à tous les acteurs, c'est de faire croire aujourd'hui qu'il n'y a pas d'alternative. Ça, c'est quelque chose auquel il faut lutter. Et le narratif des monopoles de fait va dans ce sens-là. Ils vont toujours faire croire que, bien non, mais de toute façon, il n'y a pas d'alternative. Et surtout, non seulement c'est dur pour les compétiteurs, mais c'est surtout la façon de préempter le marché et de préempter les clients. Donc en réalité, j'ai envie de dire que le client, quand il s'associe à ce narratif, il se pénalise lui-même. Et en même temps, qu'est-ce que tu réponds aux sociétés qui se sont montées dans la lignée des GAFA et qui du coup ont fait des choix de cohérence en choisissant AWS, en choisissant Google Cloud, et qui se retrouvent probablement un peu enchaînées soit par des contrats, soit par des prix préférentiels. C'est pas facile pour ces sociétés-là. Je pense notamment aux grandes sociétés de la tech en France qui ont fait ces choix. Euh, Comment est-ce qu'on en sort et est-ce que c'est de leur responsabilité d'en sortir? Ah, moi je pense que c'est de leur responsabilité d'en sortir, parce que c'est leur responsabilité qui ont fait le choix. Moi je pense que ma définition de la souveraineté, c'est la liberté de choix en toute transparence et en toute connaissance de cause des conséquences. Donc quand vous choisissez d'être 100% dans les griffes d'un acteur, qui soit de cloud, de logiciel, ou on pourrait dire de LLM, et que vous avez fait le choix de vous mettre dedans, vous en connaissez maintenant les conséquences. Hmm. Donc maintenant, on ne peut pas découvrir que quand je suis à 100% chez un acteur, c'est difficile de bouger, c'est difficile de le faire. Si vous êtes 100% dépendant d'un seul fournisseur d'énergie, si ce acteur d'énergie décide d'augmenter et de doubler ses prix, bon, on a tous en tête ce qui s'est passé avec VMware qui a décidé de multiplier les prix par un facteur 3, 4, 5, 6, je ne sais pas. Bon, et donc, je pense qu'on ne peut pas non plus se dire ah ben non, là j'ai un problème. En revanche, la question c'est de savoir comment on aide les entreprises à comprendre que le multi-cloud, le multi-OS, le multi-LLM, c'est la solution pour réduire les dépendances. L'objectif, c'est pas de passer de 0 à 1, 0, comment dire, 100% aujourd'hui, un opérateur nord-américain, à 0%. Le sujet, c'est comment on répartit pour réduire mes dépendances, réduire les risques, réduire et augmenter ma résilience, réduire les risques aussi de préemption économique. On l'a vu, hein, le CIGREF a fait quand même 2 rapports. Il a publié un update de son rapport remarquable, dans lequel, 80% de la part de marché aujourd'hui sur les acteurs américains, pour le SaaS et pour le cloud, 83%. Donc on parle vraiment de prédation. On parle plus. Et puis en plus, c'est augmentation des prix de l'ordre de 8
alors je crois que c'est 8,7% ces 5 dernières années. Et avec l'IA, ça va être à 2 chiffres dans les 3 prochaines années. Donc on voit bien que l'intérêt aujourd'hui pour les entreprises, et on parlera peut-être après des problèmes de choix technologiques ou de choix juridiques, mais déjà d'un point de vue économique, l'intérêt, c'est de diversifier ses achats. Et tu crois à la théorie du grand débranchement? Alors là, on peut avoir en tête ce qui s'est passé récemment avec Anthropic et le gouvernement américain qui a obligé Anthropic à couper ses derniers modèles aux sociétés européennes, aux sociétés non américaines. C'est peut-être le signal qu'un jour le gouvernement américain peut dire aux acteurs du cloud, vous coupez vos services à l'Europe. On peut imaginer une situation géopolitique qui se tend. Est-ce que tu crois à ça? Est-ce que tu penses que c'est un scénario qui devient probable? Alors j'avais dit une fois, il y a longtemps, que pour moi le scénario d'avoir des fermetures d'un centre de service, alors peut-être pas de blackout total, de kill switch comme on dit, n'était pas un scénario à la Black Mirror. Je pense que c'est des scénarios crédibles. Et malheureusement, j'avais raison, parce que c'est déjà le cas. Le non-accès à la GPU, le non-accès à un certain nombre de services, aujourd'hui, c'est une réalité. Donc, ce que je pense, c'est qu'indépendamment de savoir si du jour au lendemain, on coupe l'ensemble de l'accès aux services de bureautique, par exemple, ce qui fait que l'économie française s'arrêterait, je pense qu'il faut plutôt analyser à l'aune des rapports de force. C'est-à-dire que aujourd'hui, comprendre qu'il y a des risques de ce type-là, créer des rapports de force qui sont extrêmement dangereux pour l'Europe, pour la France. Quand, l'administration américaine dit « je vais passer mes taxes à l'import à 100% si vous mettez en place une réglementation antimonopolistique du DMA », qui a été votée il y a 5 ans, dans lequel ils ont eu des exceptions pendant 5 ans. Du DMA? Digital Market Act, qui est une façon d'éviter des positions monopolistiques d'un certain nombre de ce qu'ils appellent les gatekeepers. Quand le juge européen, on lui coupe ses services parce qu'une de ses décisions n'est pas conforme à la vision qu'en a l'administration américaine, je pense que c'est des signaux forts, comme quoi certains acteurs utilisent le numérique, certains pays utilisent le numérique comme un moyen de pression et de rapport de force pour imposer soit leur vision du monde, soit même, j'ai envie de dire, des enjeux économiques. Et donc il faut être vigilant par rapport à ça. Moi, je pense que ces scénarios-là sont probables. En tout cas, ce qui est tout à fait probable, c'est qu'on utilise le risque de ces scénarios-là pour nous vassaliser, pour nous faire changer nos lois, pour nous imposer aujourd'hui à ne pas être, nous, Europe, avec nos valeurs et avec notre propre économie. Et en même temps, je pense qu'on a des champions à pousser, on a des innovateurs, donc il y a la matière première pour être compétitif. Et j'aimerais bien qu'on commente une actualité qui est liée à OVH Cloud notamment, qui est l'annonce de vouloir être compétitif sur le marché des LLM, notamment par rapport à Mistral. Et la conviction visiblement d'Octave Klaba qui dit que, étant donné qu'il maîtrise une partie de la couche infrastructure cloud, si lui se positionne sur les LLM et l'IA générative, il pourrait devenir un compétiteur plus important pour les Américains. Qu'est-ce que tu penses de ces annonces-là? Est-ce que tu penses que c'est crédible? Et est-ce que tu penses que c'est le sens du marché? Que les acteurs du cloud se positionnent sur les autres couches de valeur, notamment de l'IA? Alors c'est déjà le cas. Ouais. Aujourd'hui, Google Cloud monte avec Gemini, Microsoft monte avec l'ensemble de ses systèmes. Et est-ce que tu penses que les acteurs européens peuvent faire la même chose? Voilà. Je pense, pour revenir sur le début de ta question, aujourd'hui, moi je suis convaincu que l'innovation européenne n'a rien à envier fondamentalement par rapport à l'innovation chinoise ou américaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on regarde en termes de deep tech, en termes d'innovation profonde, aujourd'hui, clairement, l'innovation européenne est au niveau. Parce qu'on a des belles universités, des centres de recherche, on a aujourd'hui des talents qui le permettent. Ce qui est très difficile en Europe aujourd'hui, c'est de scaler. C'est-à-dire, c'est de croître.
Et je reprends ce qu'avait dit Jeff Bezos en disant que finalement, c'était pas l'innovation qui était la force de la tech américaine. La force de la tech américaine, c'était sa capacité de se faire financer aux États-Unis. Et je pense que ça, c'est un des vrais sujets aujourd'hui, extrêmement important pour l'Europe. C'est comment nous sommes capables d'aider les futurs champions, les champions actuels, à financer l'ensemble de leur développement. Pourquoi ? Parce que la R&D, parce que les infrastructures nécessitent des montants aujourd'hui colossaux d'investissement. Et donc, comment on les aide à se financer sans être au Nasdaq ou rachetés par des fonds private equity américains. Et donc ça, c'est pour moi un des enjeux importants. Et ça nécessite une réflexion, fiscale, structurelle. Alors ça touche des tabous, hein. C'est les fonds de pension, c'est la retraite par capitalisation, c'est aussi la fiscalité de l'assurance vie. Enfin, il y a énormément de sujets qui sont autour de ces sujets-là, mais je pense qu'il faut qu'on prenne conscience qu'aujourd'hui, l'innovation première, l'Europe est dans la course. En revanche, la capacité à scaler pour créer des acteurs qui vont être compétitifs au niveau mondial, là c'est complexe. Alors Mistral est un contre-exemple. Je souhaite que OVH Cloud soit capable de faire. C'est vrai qu'il a un avantage, c'est qu'il maîtrise une partie du stack. Et comme je le disais avant avec les opérateurs télécoms, je pense qu'on doit toujours regarder aujourd'hui à l'aune, d'un point de vue économique, à l'aune de ce qui est annoncé, l'ensemble du stack, jusqu'aux terres rares, jusqu'à l'énergie, jusqu'au foncier. Et donc clairement, plus vous maîtrisez, mais pas, ça suffit pas, une partie de l'ensemble de ces... plus la valeur ajoutée va rester en Europe. Un des risques que nous avons aujourd'hui, et on le voit bien, c'est que quand on met un data center et que c'est un hyperscaler qui aujourd'hui opère ce data center, uniquement 10% de l'investissement total reste en France et de la valeur ajoutée. Et donc clairement, on a un défi, et on retombe après sur le sujet, il faut aider les entreprises aujourd'hui à investir dans les infrastructures, dans l'innovation, dans la recherche, pour être capable de couvrir une partie du stack et ne pas laisser 90% de la valeur ajoutée de l'ensemble des couches de ce stack repartir en Asie, principalement en Corée dans les RAM, dans les GPU chez un acteur qui a 99% du marché, dans le soft avec des acteurs américains, etc. Donc c'est ça aujourd'hui un des enjeux que je pense être important. Après, toute initiative qui va dans ce sens-là est bienvenue. Il faut les aider. Tu parles de l'investissement beaucoup, je suis d'accord avec toi. Je sais que tu parles aussi beaucoup de commandes publiques. De commandes au tout court. De commandes des acteurs privés ou publics, tu veux dire ? Ouais. Pourquoi ? Parce que la commande publique, elle doit être exemplaire. Mais la commande publique, à l'échelle de la France, c'est petit. Ouais. Alors l'échelle d'Europe, c'est autre chose. Hein. L'échelle de l'Europe. Mais si on compare la commande publique européenne, déjà, elle est plus petite que la commande publique américaine. Mais si on prend que l'échelle française, c'est petit. Donc aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, c'est les acteurs privés, c'est la commande privée qui est le facteur d'accélération en termes de volume, en termes de valeur, par rapport à l'ensemble de la tech française. Donc nous, on dit que la commande publique doit être exemplaire, et elle ne le fut pas. Il y a beaucoup, je participais hier à un événement organisé par la DINUM et la direction des affaires de l'État, des achats de l'État, dans lequel il y avait des messages très clairs des ministres, David Amiel et Anne Le Henanff, qui disaient qu'il fallait que la commande publique fasse un effort, flèche vers la technologie française et européenne et les acteurs. Alors il y a Je choisis la French Tech, qui est un des éléments. Pourquoi ? Parce que c'est un moyen de renforcer la filière. Et moi, je défends que c'est le seul moyen d'avoir de la souveraineté numérique. C'est le moyen pour avoir de la souveraineté numérique. Et l'État doit être exemplaire. Mais nous ne l'aurons pas. C'est d'abord aussi, un sujet qui concerne toutes les entreprises. Toutes. Il n'y en a pas qui sont exclus. Et je me permets de dire que tout le monde dit « Ouais, mais attention, c'est compliqué, etc. » Revenons sur les chiffres. Aujourd'hui, si on prend les couches hautes, sans parler de l'infra, je ne parle pas du hardware, je prends des couches hautes, je suis président de la filière du numérique qui couvre justement ces couches hautes. On va en parler dans un instant. 83% sont aujourd'hui maîtrisés par les SaaS et cloud par des acteurs américains. 83% au niveau européen. 83%. Flécher 5% à budget égal, 5% vers la filière française, qui fait 25 milliards, c'est presque 10% de croissance. Donc il faut savoir qu'on passerait de 83 à 78, qui est quand même, on ne va pas me dire que c'est pas possible, on change radicalement l'économie aujourd'hui de la tech française. On change radicalement aujourd'hui les capacités d'investissement, de R&D. Mais ça veut dire aussi, parce que c'est ça qui est important, c'est à peu près de 5 000 à 10 000 emplois nets qui sont créés en France, parce que 80% de la valeur ajoutée repart aux États-Unis, et c'est 1 milliard d'euros de cotisations et d'impôts qui restent en France. Donc on a un effet, double,
qui fait que non seulement les acteurs de la filière en bénéficient et ça les aide à croître, à investir, mais en plus, l'ensemble des acteurs économiques en bénéficient. Et ça passe par des actions de communication, ça passe par de la réglementation, ça passe par une forme de lobbying qui est le rôle de la filière. Quels sont les moyens d'action qui doivent être mis en place à ton avis? Alors moi je pense que... Je vais parler d'abord de la réglementation. Je pense que la réglementation, il y en a déjà beaucoup. Il y en a déjà beaucoup. Bon. Est-ce qu'il faut réfléchir à la réglementation sur l'IA? Est-ce qu'il faut réfléchir à d'autres réglementations? Pourquoi pas? C'est là où je voulais en venir. C'est Voilà. que je pense que l'aspect de réglementation, il est assez traité. Moi, je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est faire respecter la réglementation. Parce que si aujourd'hui on met une réglementation, j'ai parlé du Digital Market Act, DMA, donc il y a 5 ans a été adopté. Le principe de DMA, c'est de définir ce qu'on appelle les gatekeepers, ce sont des gens qui ont des positions qui, comme ça le disons dans un bon français, une sorte de monopole d'accès à un certain nombre de fonctions, qui donc c'est des monopoles. Et donc on casse ces monopoles en mettant en place des systèmes pour réguler les monopoles. Moi je pense qu'il ne faut jamais avoir de monopole. C'est toujours malsain. Ou alors, si c'est le cas, il faut que ce soit dans un contexte qui soit extrêmement sain. Mais dans le numérique, il n'y a pas de raison aujourd'hui qu'il y ait des monopoles, de fait ou assumés. Bon, première décision, alors que le DMA a été combattu très très fortement par l'ensemble des autorités américaines, c'est qu'on met des exceptions. Et d'ailleurs, tous les clouders américains ont été exonérés de cette chose-là. Donc à quoi ça sert de passer une réglementation si on ne l'applique pas? Là, on est en train de vouloir la réappliquer puisque le DMA inclurait un certain nombre de clouders et d'hyperscalers. Et vous voyez, l'administration américaine qui dit moi, je vais augmenter les taxes sur les exportations européennes. Très intéressant. Donc, le RGPD, il n'y a que des exceptions au RGPD. Pourquoi? Voilà. Donc, je pense qu'avant peut-être d'en rajouter, c'est appliquer la réglementation. Soyons fiers de la réglementation. Si aujourd'hui, ces réglementations, on ne les applique pas, elles ne servent à rien, il ne faut pas les faire. Donc ça, c'est le premier point. Après, je pense que nous, notre rôle de la filière, c'est d'aider et de démontrer qu'aujourd'hui, il existe des solutions alternatives, performantes, innovantes, et qui permettent aux clients de sortir justement, dans certains cas, dans ce qu'on évoquait. J'ai les mains liées et je suis pris dans un système où je n'ai plus le choix, je suis dans des contrats abusifs, je suis une augmentation de prix, on en a parlé systématiquement tous les ans, sans justification, et je ne suis plus capable de maîtriser mon avenir. Donc ça veut dire, je n'ai plus de souveraineté, c'est ça le sujet. J'ai plus de liberté de choix. Je suis dans un modèle où une partie de la valeur est captée, et je dois faire des arbitrages budgétaires au détriment d'autres aspects. Si mon activité aujourd'hui n'augmente pas de 15% par an, et que mes tarifs augmentent de 15% par an, qu'est-ce que je fais ? Et donc, nous, on essaye de travailler et il y a plein d'actions. Il y a plein d'actions qu'on essaye de mettre en place. On a mis en place un catalogue pour promouvoir les offres françaises dans les entreprises dont la maison mère est en France. Elles existent. On a 8000 solutions qui ont été identifiées quand même. On met en place des mécanismes de marketing, de matchmaking. On met en place aussi une vigilance quand on voit que les réglementations ne sont pas appliquées ou quand les doctrines ne sont pas appliquées. On met en place aussi une collaboration avec l'État, avec le SIGREF, qui représente aujourd'hui les grandes DSI, avec l'ensemble des représentants aujourd'hui du tissu économique, avec la Commission européenne. On essaye d'établir les ponts aussi avec l'Europe, les pays européens, qui ont le même défi. Je pense que ça a une valeur incroyable ce que vous faites. Et en même temps, qu'est-ce que tu réponds Je prends l'exemple de ce qui se passe sur l'IA générative en entreprise en ce moment. Quand on a des sociétés comme Anthropic qui développent des modèles comme ceux de Claude, qui ont l'air pour l'instant de fonctionner beaucoup mieux que les autres, qu'est-ce que tu réponds quand même? Et ça rejoint la question que je t'avais posée avant, aux questions de performance. Il faut reconnaître que les sociétés américaines ont une vélocité de développement de solutions tech, et notamment en ce moment sur l'IA, qui fait douter sur les choix qu'on peut faire. Et donc, évidemment que les grandes directions d'entreprise ont envie de faire le choix de la souveraineté. Ils ont aussi envie de faire le choix de la performance en ce moment, surtout sur l'IA. Comment est-ce que tu vois ces injonctions contradictoires? Ouais. C'est pas parce qu'il y a la dernière voiture qui fait 500 km/h que la flotte d'entreprise doit être sur toutes ces voitures à 500 km/h. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a une tendance à être en 0 ou 1.
un peu comme les informaticiens, sorte de binaire. Mm. Si on prend les LLM, qui était pour moi un élément extrêmement important, supposons que, je sais pas, ça n'arrive jamais, hein, mais tu as envie de faire ta présentation PowerPoint avec un LLM ou une présentation PDF, au mieux, parce que ça c'est un système ouvert. Ce qui se fait Eh bien bien, maintenant. il y a plein de systèmes qui le font bien. Il n'y a pas besoin d'avoir le nec plus ultra du dernier LLM le plus puissant qui va permettre de le faire. Ça rejoint ce que tu disais à propos du multi. Exactement. Et donc je pense qu'il faut prendre un petit peu raison garder. Je pense qu'aujourd'hui, introduire des LLM et introduire des LLM de manière intelligente pour pouvoir faire en sorte qu'elles soient optimisées en fonction des usages et donc d'avoir du multi-LLM est une garantie. Parce que le jour où Claude sera terminé, qu'est-ce qui se passera? Et si c'est coupé? Alors, le dernier Mythos a été, et les fables ont été coupés, mais si c'est un jour on dit bah, c'est fini, plus d'accès en Europe, ou parce que telle société on l'aime pas, on le coupe. Donc je pense qu'aujourd'hui, même en termes de résilience, en termes même d'efficacité, prix, performance, eh bien, il est intéressant de prendre un peu de recul, ne pas se faire abuser par les démonstrations comme quoi je suis le seul, je suis le plus performant, je suis le plus, comment dire, blablabla, mais prendre un peu de recul et utiliser au mieux l'ensemble de la diversité des alternatives. Et aujourd'hui, pour avoir des datasets privés, garantir une confidentialité, être capable d'avoir comment dire, des LLM éthiques, peut-être qu'il faut regarder et prendre un peu de recul. Et là, Mistral a tout son, comment dire, son rôle à jouer. Et il y en a d'autres. Hein. J'ai mis Mistral parce que c'est une société remarquable en France. Et donc, clairement, je pense qu'il faut prendre un peu de recul par rapport à cette notion un peu binaire, dans laquelle c'est le plus performant, donc je le prends. Alors, c'est pas toujours facile pour des petites entreprises. Quand vous êtes tout petit, aujourd'hui, c'est d'avoir du multi. Mais toute grande entreprise aujourd'hui, toutes les grandes entreprises, si on prend le cas du multi-cloud, sont multi-cloud. Bah, moi, je dis toujours et je défends la position comme quoi un des 2 ou 3 que vous avez choisis devrait être européen. Parce que vous allez réduire le risque sur plein de facteurs technologiques, juridiques, financiers. Et donc de dire 100% aujourd'hui sur des hyperscalers américains, vous prenez plus de risques, ça vous va coûter plus cher et en plus vous êtes soumis aux lois extraterritoriales. Donc de faire la bonne répartition, et on retombe sur le sujet du multi intelligente, est pour moi une stratégie. Et d'ailleurs c'est ce que maintenant toutes les sociétés conseils préconisent. Oui. C'est ce qu'elles préconisent. Parce qu'aujourd'hui, prendre un seul LLM, parce que c'est le dernier le plus performant, eh ben, c'est choisir la voiture pour toute sa flotte qui fait 500 km/h. Mais ça sert à rien. Alors pour une société, ça veut dire aussi potentiellement doubler le coût de ses licences. Non. Non. Alors là, je le défends que c'est pas vrai. C'est pas vrai. D'abord, vous avez une capacité comment dire, de négociation que vous n'avez plus si vous êtes 100% lié. Ça, c'est vrai. Alors, voilà. Alors, sauf si vous êtes sur des systèmes qui sont des systèmes d'ailleurs non concurrentiels, qui s'appellent des crédits cloud, des choses comme ça, dans lesquels on vous donne gratuit pour que vous mangiez. Et une fois que vous avez mangé, c'est fini, vous n'avez plus le choix, vous êtes obligé de rester. Donc ça, c'est des mécanismes qui sont anticoncurrentiels, mais c'est pas vrai. Au contraire, dès qu'il y a de la compétition, en réalité, c'est pas. Et sincèrement, dans le multi-cloud du MTLM, il faudra me dire où sont les surcoûts. Si vous mettez votre comment dire, backup sur un cloud et vous mettez votre front-end sur un autre cloud, les coûts sont marginaux. Oui, là, je parle des licences de LLM et d'IA générative, notamment de bureautique. Avoir une double licence sur Mistral et sur Copilot de Microsoft. Oui, mais ça double le coût. Non, moi, je Copilot de Microsoft, oui, d'accord, mais si vous prenez Cloud et Mistral, je pense qu'il n'y a pas de surcoût. Voilà. Et donc là, vous allez le faire. Et si vous reprenez les choses sur Microsoft, aujourd'hui, d'avoir du Linux et du Windows, c'est même mieux pour la sécurité, pour la résilience. Parce que si vous êtes hacké et que votre, comment dire, LDAP est, alors je suis désolé, c'est un peu technique, et hacké, et ben nous c'est ce qu'on avait chez VHCloud. On avait des systèmes qui étaient des systèmes dans lesquels on avait plusieurs OS pour faire en sorte qu'à tout moment, au moins, il y avait un certain nombre d'employés et qui étaient capables de continuer à communiquer, continuer à faire des actions. Parce que si vous êtes complètement mono système et que ce système, en termes de sécurité, est hacké, eh ben, vous êtes bloqué. Donc je pense qu'il y a tout un intérêt, quelle que soit la taille de l'entreprise, à avoir une réflexion sur le multi. Et les surcoûts aujourd'hui, ils sont infinitésimément plus petits que les risques ou surtout la réalité économique aujourd'hui des acteurs dominants. On pourrait parler longtemps de ce sujet. Je pense qu'il y a beaucoup de choix à faire dans les années à venir. Mais justement, à propos de projection, je voudrais qu'on parle aussi de ton rôle et ta nomination en tant que président de Candela, société de premier plan en France dans le développement d'ordinateurs quantiques.
Alors c'est un sujet qui est pas un sujet simple, qui est aujourd'hui encore majoritairement un sujet de prospective. Peut-être que tu vas me dire l'inverse, mais est-ce que déjà tu peux commencer par m'expliquer ce qu'est un ordinateur quantique, si tu y arrives en quelques mots? Non, je pense que j'ai pas la compétence. Je suis pas Pascal Sellner, une des fondatrices de Candela, et qui est professeure et qui est directrice de recherche au CNRS, et qui est une éminente, scientifique dans le domaine du quantique. Et les ordinateurs quantiques utilisent des mécanismes aujourd'hui quantiques qui permettent de faire des calculs qui sont soit impossibles ou alors à des vitesses extrêmement plus rapides. Je vais juste donner une analogie qui a été d'ailleurs donnée par Pascal, qui était un labyrinthe. Si vous prenez un ordinateur classique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer, et puis il va tourner à gauche s'il peut tourner à gauche, et puis il va aller, et puis à un moment il va arriver, au bout de l'impasse, il revient, et puis il va tourner cette fois-ci à droite, et puis il va continuer, et puis petit à petit, étape par étape, il va arriver au bout. Bon. Un ordinateur quantique, c'est totalement différent. S'il est suffisamment puissant, donc s'il y a suffisamment de qubits, etc., eh bien, il va se diffuser comme un gaz, et donc il va couvrir l'ensemble du labyrinthe extrêmement rapidement, et donc presque immédiatement, il va trouver la solution. Et donc aujourd'hui, les ordinateurs quantiques sont des ordinateurs qui permettent d'établir des calculs, soit de modèles non linéaires qui étaient extrêmement complexes à faire dans des modèles classiques, soit même résolvent rapidement des choses. Et en particulier, il y en a un qui est avéré, c'est la crypto. Aujourd'hui, ça permet de casser les cryptos qui sont... La cryptographie, tu veux dire? Cryptographie, oui, Ouais. cryptographie, qui ne sont pas ce qu'on appelle post-quantiques, dans des délais qui sont rien à voir, qui sont des facteurs 100 fois, 1000 fois, 1 million de fois plus rapides que des mécanismes qui sont des mécanismes classiques. Et donc, c'est ça aujourd'hui ce que permet l'ordinateur quantique. Et effectivement, ce que je pense, c'est que on sous-estime la vitesse à laquelle ça est en train de développer. Tout le monde disait, oui, c'est pour 10, 15, 20 ans. Non, 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 non. Aujourd'hui, pense que ça arrive. il existe des ordinateurs quantiques qui commencent à répondre à des vrais sujets. Les use cases, par exemple, d'entraînement d'intelligence artificielle hybride, dans lesquels on a des GPU et du quantique en même temps pour accélérer l'apprentissage des modèles, aujourd'hui est une réalité. Ça a été prouvé. Oui, à ton avis, qu'est-ce que ça va permettre de faire en plus de ce que ne fait pas encore l'IA aujourd'hui? Alors, dans le quantique, je trouve qu'en effet, on parle beaucoup de cryptographie, de capacité à casser les messageries sécurisées, les transactions bancaires, le chiffrement de données militaires, ce genre de choses. On parle aussi de lever certains freins et certaines limites de l'IA et des LLM actuels. À ton avis, quel potentiel l'informatique quantique va permettre de débloquer sur ce sujet de l'IA? Ah, moi, je pense que ça va. Aujourd'hui, on a une sorte de courbe exponentielle des capacités d'entraînement des LLM, mais qui est contrainte par deux facteurs. Un, la disponibilité des GPU et l'énergie. Parce que même si ces GPU font beaucoup, s'améliorent de manière efficacité, on voit bien que aujourd'hui, s'il n'y a pas d'énergie, c'est impossible d'être capable de créer des gigafactories de 1 gigawatt. Hein. Il faut quasiment un réacteur nucléaire maintenant pour pouvoir être capable d'alimenter ça. Justement, ces modèles hybrides quantiques GPU permettent, d'accélérer l'entraînement parce que le quantique permet de faire des choses d'accélération, mais pas à la place d'eux, mais c'est en sus. Ouais. Et de plus, souvent, ont des mécanismes énergétiques qui sont beaucoup moins demandeurs. Donc ça permet de résoudre deux de ces problèmes-là. Et c'est pour ça que je pense que ce sera certainement une des applications les plus prometteuses dans les prochaines années. Et tu penses que l'Europe a de quoi... La France et l'Europe ont de quoi rester dans la course du quantique? Alors, Parce que... oui, elles ont de quoi. Maintenant, on va savoir si on va se donner les moyens. Là, c'est vraiment une question de moyens. Aujourd'hui, si on regarde l'Europe et si on prend la France est le seul pays, à part la Chine et les États-Unis, qui a aujourd'hui 5 technologies au top.
grâce d'ailleurs à la recherche, au laboratoire de l'École Polytechnique, de Normal Sup, du CNRS, du CEA. Donc si on prend, je l'ai cité, c'est des concurrents, mais en même temps, la filière s'occupe de ces gens-là. Alice et Bob, Pascal, Candela, Kobli et C12, aujourd'hui, on est au top. On est au top d'un point de vue et je ne sais pas quelle technologie sera, et je ne vais pas rentrer dans le débat, même si je défends la photonique, mais ça c'est un autre sujet qui est celle de Candela. La photonique, c'est la méthode de développement d'ordinateurs quantiques de Candela. De Candela, ouais. Je pourrais y revenir si ça intéresse. Mais aujourd'hui, on est au top. On est au top mondial. Et l'Europe, si on rajoute d'autres entreprises, il y a des entreprises aujourd'hui en Italie, en Allemagne. On est les seuls à avoir toutes ces technologies-là, mais on voit que c'est un point. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on est capable, nous, en tant qu'écosystème, incluant l'État, incluant les grands centres de recherche, incluant les grandes entreprises, à faire en place qu'on soit capable de financer ces entreprises pour qu'elles soient dans la course. Pourquoi ? Aujourd'hui, je donne juste le domaine du quantique. Notre concurrent photonique, Psyquantum, vient de lever $1 milliard. Enfin, c'était l'année dernière. C'est un Américain. C'est un Américain. $1 milliard. Voilà. Il y a aujourd'hui déjà des mises en bourse de sociétés qui arrivent à lever des centaines de millions, des milliards de dollars pour être capables de financer leur R&D à très court terme. Les Chinois sont en train d'investir des milliards de dollars, je ne sais pas comment c'est, on va dire d'euros et de dollars dans la monnaie locale, pour être capables d'aider leurs entreprises à développer, mais aussi ils achètent des machines, ils développent une commande, on retombe sur la commande. Et donc aujourd'hui, il est capital que l'Europe fasse la même chose. Alors il y a un plan quantique qui a été annoncé par le président de la République, il y a un plan quantique au niveau européen qui a été lancé, c'est très bien, il faut y mettre des moyens, il faut être capable. Pourquoi ? Parce que la capacité aujourd'hui à subventionner l'innovation et à avoir une commande exemplaire sera la capacité d'amorçage. Après, que le meilleur gagne. Mais ce serait regrettable aujourd'hui que soit elles partent aux États-Unis parce qu'elles sont rachetées, ou la seule capacité de financement c'est d'aller au Nasdaq, ou alors qu'elles s'épuisent et qu'elles soient mort-nées. Donc c'est vraiment un sujet aujourd'hui. Et on tombe au cœur de ce que la filière défend. C'est qu'aujourd'hui, ces notions de financement des fonds propres pour créer des sociétés qui scalent, la notion de commande, de subvention d'innovation, sont aujourd'hui au cœur des enjeux stratégiques et qui ont été d'ailleurs, j'ai envie de dire, mis en avant par le rapport de Mario Draghi, qui avait déjà fait le diagnostic sur ces sujets-là. Et en même temps, je trouve qu'on est à nouveau dans des injonctions un peu contradictoires parce que à la fois, on se dit que le quantique pourrait être la même chose que la course à l'IA qu'on a pu manquer et qu'il faut maintenir cette course. À la fois, parfois, je trouve qu'il peut y avoir un parallèle fait avec le métaverse où c'était peut-être un miroir aux alouettes en termes de capacité technologique. Toi, tu penses que ces technologies quantiques, elles ont une vraie capacité de rupture ? Oui, moi, j'en suis convaincu. Je pense que ce sera la prochaine révolution. Et quelles applications peut-être actuelles, contemporaines, tu pourrais faire ? Qu'est-ce que ça permet de faire ? Comme on l'a dit, il y a le sujet de la crypto, il y a le sujet d'entraînement de domaine de l'IA, il y a tous les sujets qui sont autour, ce qu'on appelle le green management dans l'énergie, la création de nouvelles molécules. C'est un peu ce que j'avais dit, la capacité à tout de suite englober un système complexe rapidement et de faire en sorte que ça se développe tel un gaz, sont des perspectives aujourd'hui extrêmement prometteuses. Okay. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est sûr. Je pense que c'est totalement différent du métavers. Métavers, c'était quand même Meta qui poussait ça et qui faisait croire qu'il allait avoir une chose. Là, on est sur de la technologie qui sont pas uniquement du virtuel, on est sur de la technologie qui est basée sur de la science, sur aujourd'hui des mécanismes qui sont reconnus. C'était au début du XXe siècle, toutes les discussions entre Bohr et Einstein, c'est ça le quantique. Hein. Et donc on est sur des systèmes qui sont complexes, qui sont extrêmement difficiles à intrication par exemple quantique, sont des concepts extrêmement compliqués. Superposition, intrication. Voilà, superposition, intrication qui sont les modèles fondateurs, qui sont les principes de base du quantique, sont des modèles assez difficiles à appréhender parce qu'ils sont loin du bon sens et loin du sens commun. Mais néanmoins, je pense que c'est clairement. J'ai envie de revenir et rebondir sur pourquoi aussi je pense que Candela, c'est la photonique aujourd'hui. C'est pas que dans le quantique. La photonique aujourd'hui est en train d'émerger dans tout ce qui est le domaine des microcomposants. Donc la circulation de la lumière. La circulation de la lumière. Pourquoi ? Parce que la lumière aujourd'hui, c'est comme ça qu'on fait les échanges entre les ordinateurs rapidement.
très rapidement. Aujourd'hui, on parlait des télécoms. Les télécoms, c'est aujourd'hui ce qu'on appelle des lambda, c'est des photons. Et c'est clair que le photon, c'est une particule et une onde en même temps qui a l'avantage d'avoir des propriétés de vitesse qui est assez insensible à un certain nombre d'environnements électromagnétiques, je dis assez ou moins, et qui font qu'aujourd'hui, même Nvidia, qui il y a encore 5 ans disait le quantique n'arrivera jamais, ou la photonique, c'est pas, est en train d'investir massivement dans plein d'entreprises autour des composants photoniques, ou même du quantique, qu'il soit photonique ou pas, parce qu'il est convaincu qu'il y a des révolutions qui sont attendues. Et j'ai envie de dire que les prochaines architectures des microcomposants, avec les nouvelles sociétés, qui sont en train d'apparaître sur ces secteurs-là, intégreront forcément la photonique. Et peut-être une dernière question là-dessus. Est-ce que ça peut être un élément de compétitivité pour l'Europe fort? On peut faire le parallèle avec Taïwan qui par le développement des puces a développé une forme d'indépendance ou en tout cas de capacité de résistance par rapport au marché mondial. Est-ce que tu penses que nous, on peut en faire une forme de bouclier de protectionnisme, ce quantique, notamment par rapport à la vitesse des développements sur l'IA en ce moment? Alors, est-ce que le parallèle avec Taïwan est bon? Non, le parallèle avec Taïwan ou la Corée, hein. La Corée avec les RAM, par exemple, hein, puisque c'est aujourd'hui, il y a 2 acteurs qui sont dans le top 3 mondial et c'est eux qui ont la capacité aujourd'hui à faire vraiment et qui maîtrisent des éléments de la chaîne, la fameuse stack dont je parlais. Je vais peut-être rebondir d'abord sur le protectionnisme. Je ne pense pas que le bon terme, c'est le protectionnisme. Pour moi, le bon terme, c'est aujourd'hui l'autonomie stratégique passe par la maîtrise d'un certain nombre de composants de l'ensemble du stack qui fait qu'on puisse avoir un rapport de force qui soit un rapport de force équilibré. Le monde devrait rester ouvert. Si le monde se ferme, de toute façon, c'est pas bénéfique pour tout le monde. On est sur des marchés mondiaux. Je pense qu'aujourd'hui, l'Europe, et de manière plus proche la France, dans le domaine du quantique, mais également dans le domaine de la photonique, a la capacité aujourd'hui de jouer un rôle. De jouer un rôle au niveau mondial. Et de le faire, et c'est clairement quelque chose sur lequel je pense que nous avons intérêt à mettre en œuvre avec les centres de recherche, avec la formation des grandes universités, des grandes écoles, avec les industriels aujourd'hui, des mécanismes qui font que oui, tout le domaine de la photonique dans les circuits imprimés et dans tout ce qui est microchip, etc., le domaine du quantique deviennent réellement une priorité industrielle forte, au même titre que l'on a décidé il y a 20 ans de mettre le nucléaire, de mettre la défense, de mettre ces sujets-là, qui sont devenus des sujets prioritaires et qui sont maintenant des valeurs souveraines extrêmement fortes. Pas fermées, pas protectionnistes, mais aujourd'hui, le fait que nous ayons une des énergies les moins chères décarbonées d'Europe est quand même une valeur. Et donc je pense qu'aujourd'hui, nous avons intérêt à faire confiance à la filière européenne, et en particulier dans le domaine quantique, pour avoir une vraie politique industrielle souveraine à long terme dans ce domaine-là, parce que c'est clé. C'est clé pour nos économies, c'est clé pour nos emplois. Et moi, je suis un peu plus âgé que toi. Je pense que pour nos enfants, c'est indispensable. Merci pour tout ça, Michel. Merci à toi. Je pense qu'en suivant le fil chronologique de ta carrière, on a suivi une vraie cohérence dans l'histoire de la tech et dans les perspectives européennes. Peut-être un dernier mot. On essaie de tourner ce podcast avec un angle positif et optimiste sur les perspectives de l'Europe. Est-ce que tu as en tête des innovateurs, des sociétés en particulier, qui vont, à ton avis, driver la compétitivité dans les prochaines années? Je pense que là, vous êtes obligé de faire un podcast tous les jours. Vous êtes obligé, vous n'avez pas le choix. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, en France, en Europe, il y a des dizaines, des centaines d'entrepreneurs qui sont au top niveau et qu'il faudrait pouvoir interroger. Et donc faire une sélection, c'est un petit peu biaisé et c'est malhonnête. Mais prenez Amilab, de Yann Lequin. Voilà, Yann Lequin. Je vous invite aussi à inviter Olivier Dellenbach de Chapvision, voilà, puisque c'est de l'actualité, face à Palantir. Ouais. Et là aussi, on tombe sur le sujet de la souveraineté. Et quand la DGSI vient de prendre la position de principe de choisir Chapvision, alors qu'il y a plein de sujets de migration, d'adaptation, etc., c'est symbolique, mais c'est surtout extrêmement positif pour l'ensemble de l'écosystème français et européen,
parce que les Allemands aussi ont choisi cette vision. Donc il y a aujourd'hui dans plein de domaines, alors si vous voulez le quantique, on peut aussi inviter des gens du quantique. Dans l'IA, alors j'en ai parlé d'Yann Lequin, mais bien sûr il y a Mistral. Donc aujourd'hui, si vous prenez tous les domaines, et je n'ai aucune participation dans ces entreprises, donc je ne défends une entreprise qui est peu connue, qui s'appelle Vates, société grenobloise d'open source dans le domaine de la virtualisation, qui est un compétiteur de VMware, qui aujourd'hui se développe énormément, d'ailleurs bien souvent hors de France, parce que la France, c'est pas forcément celle qui reconnaît mieux ses petits-enfants. Eh bien ça, c'est des innovateurs, ce sont des entrepreneurs qu'il faut mettre en avant, et qui aujourd'hui sont des réponses qui permettront d'avoir d'abord une filière forte, et la filière forte, c'est le meilleur moyen, c'est la solution de garantir notre souveraineté numérique. Merci Michel pour ce mot de la fin. Merci beaucoup.